Le doux ronronnement de la Porsche 911 GT3 résonnait dans les rues d'un quartier chic de Paris, alors que Jean-Luc ajustait ses lunettes de soleil de créateur, son reflet dans le rétroviseur révélant un homme de 28 ans, aux traits parfaits, mais au regard vide. Son téléphone dernière génération vibra sur la console. Correspondance importante reçue. Jean-Luc fronça les sourcils, écrasant l'accélérateur. Le vent s'engouffrait dans sa chevelure parfaitement coiffée, comme s'il pouvait distancer ce message et tout ce qu'il pouvait signifier. Une immense affiche publicitaire sur la façade d'un immeuble haussmannien attira son regard. Gérard Dubois annonce une fusion d'1 milliard d'euros. La photo austère d'un homme d'âge mûr le fixait. Jean-Luc enfonça la pédale d'accélérateur, dépassant la limitation de vitesse. En arrivant à son appartement en attique surplombant la Seine, le silence l'accueillit. Les murs blancs, décorés d'œuvres d'art coûteuses, semblaient se moquer de sa solitude. Il se versa un whisky onéreux, contemplant la ville à travers la baie vitrée panoramique. Une enveloppe couleur crème reposait sur la table basse, se détachant sur le décor minimaliste. Jean-Luc la fixa longuement avant de l'ouvrir d'une main hésitante. « Vous êtes cordialement invité à célébrer le mariage de Gérard Dubois et… » Les mots dansèrent devant ses yeux. Le verre de whisky trembla dans sa main et il le vida d'un seul trait. Un souvenir le ramena 15 ans en arrière. Jean-Luc, 13 ans, vêtu de noir, fixait un cercueil couvert de fleurs. À côté de lui, Gérard restait impassible, une main sur l'épaule de son fils, mais les yeux rivés sur son téléphone. « Papa » murmura Jean-Luc, la voix tremblante. « Maman ne reviendra pas, n'est-ce pas ?» Gérard regarda enfin son fils, les yeux rouges, mais secs. « Non, Jean-Luc, elle ne reviendra pas. Mais nous devons être forts maintenant. » Avant que Jean-Luc ne puisse répondre, le téléphone de Gérard vibra. Avec un regard d'excuse, il s'éloigna pour répondre, laissant Jean-Luc seul devant le cercueil de sa mère. De retour au présent, Jean-Luc tituba jusqu'au bar et se versa un autre verre. Le liquide ambré lui brûla la gorge, mais ne put effacer la douleur du souvenir. Un autre souvenir s'imposa. Jean-Luc, 16 ans, recevant un trophée de tennis pour sa première place. Les gradins étaient un peu pleins, mais le siège réservé à Gérard restait vide. Dans le vestiaire de Roland-Garros par la suite, Jean-Luc trouva une courte note. « Félicitations, mon fils. Désolé, je n'ai pas pu être là. Réunion importante. Papa. » Le trophée finit oublié dans une boîte avec d'innombrables autres souvenirs de moments non partagés. Jean-Luc prit son téléphone, ses doigts planant sur le numéro de Gérard. Un instant, il hésita, puis la colère et la douleur rugirent de nouveau. Il jeta le téléphone sur le canapé et se reconcentra sur l'invitation. D'un geste rageur, il froissa le papier coûteux et le jeta dans sa poubelle de designer minimaliste. « Au diable !» marmonna-t-il en reprenant son téléphone. « Salut Antoine, on sort ce soir ?» Ce nouveau club, le Baron, ouais. Amène les filles. Des heures plus tard, Jean-Luc se retrouva dans une boîte de nuit exclusive de Paris, entouré de mannequins et de célébrités. La musique pulsait, les lumières clignotaient et le champagne coulait à flots. Il souriait et flirtait, mais ses yeux restaient distants. Un mannequin blond se pencha vers lui, lui murmurant à l'oreille. « Tu as l'air triste, Jean-Luc. Tu veux en parler ?» Un instant, Jean-Luc y songea, mais il força un sourire séducteur. « Triste, moi ? Impossible. Pas quand je suis avec toi. » Il la rapprocha, noyant ses pensées dans une autre coupe de champagne. La nuit s'avança et Jean-Luc se perdit plus profondément dans la fête. Chaque verre, chaque rire forcé, chaque flirt vide était une tentative de combler le vide grandissant dans sa poitrine. Mais plus il essayait, plus il se sentait vide. Quand le soleil commença à se lever, Jean-Luc se retrouva dans son appartement désert. Il tituba jusqu'à la salle de bain luxueuse, fixant son reflet dans le miroir. L'homme qui le regardait ressemblait à un étranger. Yeux rouges, cheveux en désordre, l'ombre du jeune homme prometteur qu'il avait été. Son regard tomba sur une photo encadrée sur l'étagère. Un jeune Jean-Luc souriait entre Gérard et sa mère. C'était le dernier anniversaire qu'ils avaient repassé ensemble avant que la maladie n'emporte sa mère et que le travail ne consume son père. D'une main tremblante,
Jean-Luc prit la photo, ses doigts traçant le visage souriant de sa mère. Un instant, il sentit le poids de son absence, comme si c'était hier. Une larme solitaire coula sur sa joue, atterrissant sur le verre du cadre. « Pourquoi nous as-tu quittés, maman ?» chuchota-t-il dans le silence de l'appartement. « Pourquoi a-t-il choisi le travail plutôt que moi ?» Jean-Luc se traîna jusqu'à son lit king-size, serrant toujours la photo. Tandis que le sommeil le gagnait, les souvenirs et les rêves s'entremêlèrent. Il vit sa mère, souriante, l'appelant pour un câlin. Il vit Gérard s'éloigner, le dos tourné. Et il se vit lui-même, piégé entre les deux, incapable d'atteindre l'un ou l'autre. L'invitation froissée dans la poubelle semblait murmurer des promesses d'un avenir différent, de ponts qui pourraient être reconstruits. Mais Jean-Luc, dans son entêtement et sa douleur, choisit d'ignorer cet appel, préférant sombrer plus profondément dans le confort illusoire de sa vie creuse. Le soleil se leva sur Paris, promettant un nouveau jour, mais pour Jean-Luc, ce n'était qu'un jour de plus à remplir de distractions vides, fuyant un passé qui refusait de rester enterré, et un avenir qu'il craignait d'affronter. Tandis que le reste du monde s'éveillait à un autre jour de possibilités, Jean-Luc Dubois, héritier d'un empire et affamé d'affection, restait piégé dans sa cage dorée, incapable de voler vers la liberté que le pardon et la réconciliation pourraient offrir. L'invitation au mariage, froissée et oubliée, était plus qu'un simple morceau de papier. C'était un symbole de tous les choix non faits, de tous les mots non dits et de tous les câlins jamais donnés. Et tandis que Jean-Luc sombrait dans un sommeil agité, le monde continuait de tourner, indifférent à la guerre qui faisait rage dans le cœur d'un homme déchiré entre la peur du changement et le désir désespéré de connexion. La Porsche de Jean-Luc glissait dans les rues de Paris, le rugissement du moteur étouffant les bruits de la ville. Ses yeux, cachés derrière des lunettes de soleil coûteuses, enregistraient à peine le paysage changeant autour de lui. Son GPS stupide le mena à travers des bâtiments opulents vers des structures plus modestes, puis dans les rues de Belleville, s'accrochant aux pentes de la colline. La fête au château de son ami devait avoir commencé depuis 1 heure, mais Jean-Luc n'avait aucune idée d'où il était. C'est alors qu'il les vit. 2 filles, à peine plus que des ombres dans la faible lumière d'une ruelle, assises sur le trottoir fissuré. La plus jeune, qui ne pouvait avoir plus de 4 ans, serrait un ours en peluche abîmé. L'aîné, peut-être 6 ans, tenait un gobelet en plastique, le tendant occasionnellement aux quelques passants. Jean-Luc ralentit, quelque chose dans cette scène retenant son attention. Il arrêta la voiture, ignorant les regards curieux et envieux des habitants du quartier. Les filles le remarquèrent immédiatement. L'aînée se leva, tirant sa sœur avec elle. Hésitantes, elles s'approchèrent de la voiture rutilante, un contraste saisissant avec le monde qui les entourait. « Monsieur, vous avez de la monnaie ?» La voix de l'aîné était douce, presque un murmure. Jean-Luc baissa la vitre, les examinant de plus près. Son cœur se serra aux détails que la distance avait cachés. L'aîné avait de grands yeux expressifs, d'un brun profond, qui rappelaient quelqu'un à Jean-Luc, sans quelqu'un à Jean-Luc, sans qu'il puisse mettre un nom dessus. Ses cheveux sombres étaient emmêlés et sales, tombant en boucles hirsutes autour de ses épaules maigres. Elle portait un t-shirt délavé, bien trop grand pour son petit corps, et un short déchiré qui tenait à peine sur sa taille. La plus jeune se cachait partiellement derrière sa sœur, serrant son ours en peluche comme un bouclier. Ses yeux, d'un bleu saisissant, étaient écarquillés de peur et de curiosité. Elle portait une robe qui avait dû être rose autrefois, mais qui était maintenant grise de crasse. « Comment tu t'appelles » s'entendit demander Jean-Luc, sa voix plus douce que d'habitude. L'aîné hésita, jetant un coup d'œil autour d'elle, comme pour chercher la permission de quelqu'un. « Sophie » répondit-elle finalement, « et voici ma sœur, Cécile. » Jean-Luc sentit quelque chose d'inhabituel dans sa poitrine, une émotion qu'il ne pouvait nommer. « Où sont vos parents ?»« Parents ?» Sophie baissa les yeux, ses doigts agrippant le gobelet en plastique. « Notre maman, elle est partie chercher du travail. Ça fait 3 jours. » Le lourd silence qui suivit était épais d'implications que Jean-Luc ne voulait pas considérer. « Vous avez faim ?» Les mots s'échappèrent de sa bouche avant qu'il ne puisse réfléchir. Les yeux de Sophie s'illuminèrent un instant, mais la méfiance revint vite.
On ne doit pas aller avec les étrangers, marmonna-t-elle. Jean-Luc ressentit une pointe d'admiration. Voici une enfant affamée et sans abri qui se souvenait des règles de sécurité. « Tu as raison, acquiesça-t-il. Et si on faisait comme ça, je vais à cette brasserie là-bas et je vous apporte quelque chose. Vous pouvez rester ici, où c'est sûr. » Sophie réfléchit à l'offre un instant, puis hocha lentement la tête. Quelques minutes plus tard, Jean-Luc revint avec des sacs remplis de sandwichs, de frites et de soda. Les yeux des filles s'écarquillèrent devant la quantité de nourriture. « Tout ça, c'est pour nous ?» demanda Cécile pour la première fois, sa voix petite et incrédule. Jean-Luc hocha la tête, sentant une vague d'émotion, alors que les filles dévorèrent la nourriture comme si c'était leur dernier repas. Et peut-être, pensa-t-il sombrement, que ça aurait pu l'être. Tandis que les filles mangeaient, Jean-Luc les observait, le cœur en ébullition. Une partie de lui voulait remonter dans sa voiture et s'enfuir, retourner dans son monde de fête et de luxe, où les enfants affamés dans les rues n'étaient que des titres de journaux occasionnels. Mais une autre partie, une partie qu'il reconnaissait à peine, ne pouvait pas les abandonner. « Vous avez un endroit où dormir ?» se surprit-il à demander. Sophie, la bouche pleine de frites, montra la ruelle du doigt. Jean-Luc suivit son regard et vit un morceau de carton appuyé contre un mur. Son estomac se noua. « Et si je vous emmenais quelque part en sécurité ? Juste pour cette nuit. » Les mots étaient sortis avant qu'il ne puisse les arrêter. Les filles échangèrent un regard. Cécile agrippa le bras de sa sœur, ses yeux bleus remplis de peur. « Je ne vous ferai pas de mal, » se hâta de dire Jean-Luc. « Je le promets. Je veux juste aider. » Sophie étudia son visage pendant un long moment. Jean-Luc eut l'impression que ses yeux bruns pouvaient voir à travers lui, évaluant chaque intention. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais juste pour cette nuit. » Le soulagement que ressentit Jean-Luc était inattendu et écrasant. Il aida les filles à monter dans la voiture, notant à quel point elles semblaient petites et fragiles contre les sièges en cuir. En retournant vers les quartiers plus riches de Paris, Jean-Luc ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil dans le rétroviseur toutes les quelques secondes. Sophie tenait Cécile près d'elle, toutes deux regardant par les fenêtres avec un mélange de peur et d'émerveillement. Jean-Luc n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, aucune idée de pourquoi il s'en souciait. Tout ce qu'il savait, c'est que pour la première fois depuis longtemps, le vide dans sa poitrine semblait un peu moins vaste. Lorsqu'ils arrivèrent à son appartement en attique, les filles restèrent bouche bée. Cécile s'accrocha à la main de Sophie, ses yeux immenses, alors qu'elle découvrait le hall luxueux. « Vous vivez ici, monsieur ?» demanda Sophie, sa voix un murmure respectueux. Jean-Luc hocha la tête, soudain conscient de chaque objet coûteux, de chaque œuvre d'art, de chaque centimètre de privilège et d'excès dans sa maison. « Vous pouvez prendre un bain si vous voulez, » proposa-t-il, leur montrant la salle de bain principale. « Il y a des serviettes propres là-bas. » Les filles regardèrent l'immense baignoire, comme si c'était une piscine. Cécile laissa échapper un petit rire, le premier que Jean-Luc entendait d'elle. Pendant que les filles prenaient leur bain, Jean-Luc fouilla dans ses placards, trouvant quelques vieux t-shirts qui pourraient servir de chemise de nuit improvisée. Il prépara également la chambre d'amis, se sentant étrangement nerveux. Quand Sophie et Cécile sortirent de la salle de bain, propres et les cheveux mouillés, elles ressemblaient à des enfants complètement différentes. Jean-Luc sentit une boule dans sa gorge en voyant leur visage clairement pour la première fois, débarrassés de la saleté de la rue. « Vous devez être fatigués, » dit-il doucement. « Il y a un lit prêt pour vous là-bas. » Les filles le suivirent jusqu'à la chambre d'amis, leurs yeux s'écarquillant devant le lit king size. « Tout ça pour nous ?» demanda Cécile, incrédule. Jean-Luc hocha la tête, une vague d'émotion qu'il ne pouvait expliquer le submergeant. « Dormez bien ?» dit-il en se tournant pour partir. « Monsieur... » La voix de Sophie le fit s'arrêter. « Merci. » Jean-Luc déglutit difficilement, incapable de répondre. Il ferma doucement la porte derrière lui et se dirigea vers le salon, s'effondrant sur le canapé. Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi se souciait-il autant de ses enfants qu'il connaissait à peine? Et que ferait-il le matin?
Alors que le crépuscule s'installait sur Paris, Jean-Luc Dubois, le riche playboy insouciant, se retrouvait en territoire inconnu. Pour la première fois depuis des années, il se souciait de quelque chose d'autre que de lui-même, et cela l'effrayait plus que tout ce qu'il avait jamais connu. L'aube trouva Jean-Luc assis sur le balcon de son appartement, une tasse de café intacte refroidissant à côté de lui. Ses yeux étaient fixés sur la ville, qui s'éveillait en bas, mais son esprit était dans la chambre d'amis où dormaient Sophie et Cécile. L'invitation au mariage froissé reposait sur la table basse, un rappel silencieux de l'événement qu'il était déterminé à ignorer. Puis une idée le frappa comme un éclair. « Et si » murmura Jean-Luc pour lui-même, un plan fou se formant dans son esprit. Amener les filles au mariage serait la dernière chose à laquelle son père s'attendrait. Ce serait le choc parfait, le moyen idéal de ruiner la journée parfaite de Gérard. Mais dès que la pensée lui traversa l'esprit, une vague de culpabilité le submergea. Utiliser des enfants innocentes pour sa petite vengeance. Était-il vraiment tombé si bas? Le bruit de pas feutrés le tira de ses pensées. Sophie apparut dans l'embrasure de la porte, encore endormie, mais alerte. « Bonjour, monsieur, » dit-elle timidement. « Bonjour, Sophie, » répondit Jean-Luc, forçant un sourire. « Tu as bien dormi ?» Elle hocha la tête, ses yeux balayant la vue sur la ville. « Je n'ai jamais dormi dans un lit aussi doux, » avoua-t-elle. Le cœur de Jean-Luc se serra. Avant qu'il ne puisse s'en empêcher, les mots jaillirent. « Et si tu pouvais dormir dans des lits doux tous les jours ?» Les yeux de Sophie s'écarquillèrent, un mélange d'espoir et de scepticisme. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Jean-Luc prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. « J'ai une proposition pour toi et Cécile. Il y a un grand événement dans quelques jours, un mariage. Si vous venez avec moi, je vous promets que vous aurez de la bonne nourriture, de nouveaux vêtements et un endroit sûr où rester pendant un certain temps. » Sophie l'étudia avec un regard bien trop sage pour son âge. « Pourquoi ? Pourquoi voulez-vous nous aider ?» La question prit Jean-Luc au dépourvu. Pourquoi, en effet ? Il ne pouvait pas admettre ses motivations égoïstes, pas à cet enfant qui avait déjà tant souffert. « Parce que c'est la bonne chose à faire, » répondit-il finalement, surpris de constater qu'une partie de lui y croyait vraiment. Sophie sembla réfléchir un instant. « Je dois parler à Cécile, » dit-elle enfin. Jean-Luc hocha la tête, la regardant partir. Il se demanda quand il avait pris pour la dernière fois une décision aussi importante que celle que cette fillette de 6 ans était sur le point de prendre. Quelques minutes plus tard, Sophie revint avec Cécile, qui s'accrochait toujours à son ours en peluche usé. « On est d'accord, » annonça Sophie, sa petite voix ferme. « Mais nous avons une condition. » Jean-Luc haussa un sourcil, curieux. « Laquelle ? Si on veut partir à n'importe quel moment, tu nous laisses partir ? Promis ?» La maturité et la prudence dans la voix de Sophie firent mal au cœur de Jean-Luc. « Je le promets, » dit-il solennellement. L'accord étant scellé, les jours suivants passèrent dans un tourbillon de préparatifs. Jean-Luc emmena les filles faire les boutiques aux Galeries Lafayette, observant avec un mélange d'amusement et de tristesse leurs visages s'illuminer devant chaque nouvel article propre. Au salon de coiffure, Cécile rit alors que le coiffeur bouclait ses cheveux blonds, tandis que Sophie regardait, les yeux écarquillés, ses cheveux sombres être lavés et coupés. Pendant les repas, Jean-Luc observait les filles savourer chaque bouchée comme si chaque repas pouvait être le dernier. Il se surprit à souhaiter pouvoir effacer les souvenirs de faim et de privation qui les hantaient clairement. Mais à l'approche du jour du mariage, le conflit interne de Jean-Luc grandissait. Une partie de lui considérait toujours les filles comme des pions dans son plan de vengeance contre son père. Pourtant, une autre partie, une partie qui grandissait à chaque sourire de Cécile et à chaque regard pensif de Sophie, commençait à se soucier véritablement de leur bien-être. La veille du mariage, alors que les filles dormaient, Jean-Luc se retrouva à fixer son reflet dans le miroir de la salle de bain. « Qu'est-ce que tu fais ?» se murmura-t-il. « Ce ne sont pas des jouets, ce ne sont pas des armes à utiliser contre ton père. » Mais alors, l'image de Gérard, toujours absent, toujours priorisant le travail à la famille, lui revint en mémoire.
La colère et la douleur qu'il avait refoulées pendant des années menaçaient de le submerger. « Il le mérite », dit Jean-Luc à son reflet, les poings serrés. « Il mérite d'apprendre ce qui compte vraiment dans la vie. » S'accrochant à cette justification fragile, Jean-Luc alla se coucher, ses rêves un mélange confus de sourires d'enfant et du regard désapprobateur de son père. Le matin du mariage, Jean-Luc aida Sophie et Cécile à enfiler leurs nouvelles robes. Alors qu'il coiffait les cheveux de Cécile, il remarqua que Sophie l'observait dans le miroir. « Ça va, monsieur » demanda-t-elle doucement. Jean-Luc força un sourire. « Bien sûr, pourquoi ça n'irait pas ?» Sophie haussa les épaules, mais ses yeux révélèrent qu'elle n'était pas convaincue. « Tu as l'air triste ?» Une boule se forma dans la gorge de Jean-Luc. Comment cette enfant pouvait-elle voir à travers lui si facilement ? « Je réfléchis, c'est tout, » répondit-il vaguement. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Jean-Luc sentit le poids de ses actions plus lourd que jamais. Il était vraiment sur le point d'utiliser ses enfants innocentes comme des pièces dans sa vengeance. Pourtant, en même temps, ne leur offrait-il pas une chance d'avoir une vie meilleure ? Avec Sophie et Cécile installées sur la banquette arrière, habillées comme de petites princesses, Jean-Luc démarra le moteur. En conduisant vers la cathédrale Notre-Dame de Paris, il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il était en train de commettre la plus grosse erreur de sa vie ou, paradoxalement, de faire quelque chose de vraiment bien pour la première fois. Le conflit dans son cœur était tangible, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Pour le meilleur ou pour le pire, Jean-Luc était sur le point de changer non seulement sa vie, mais aussi celle de tout le monde. Et alors que la cathédrale se profilait à l'horizon, il ne pouvait qu'espérer que, d'une manière ou d'une autre, tout finirait bien. Le son des rires d'enfants résonnait dans le centre commercial luxueux, un contraste frappant avec l'environnement autrement austère. Jean-Luc observait avec un mélange d'amusement et d'inconfort Sophie et Cécile passer d'une vitrine à l'autre, les yeux écarquillés devant l'éclat et le glamour qu'elles n'avaient jamais connu. « Regarde, Sophie !» s'exclama Cécile en montrant une robe rose pailletée. « C'est comme la princesse dans le film. » Sophie sourit à sa jeune sœur, mais Jean-Luc remarqua une ombre traverser ses yeux, le regard de quelqu'un forcé de grandir bien trop vite. « Allez les filles !» appela Jean-Luc, essayant de garder un ton léger. « Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. » Les mots avaient à peine quitté sa bouche qu'il réalisa leur impact. Cécile poussa un cri de joie, mais Sophie se figea, regardant Jean-Luc avec un mélange de méfiance et d'espoir. « Vraiment tout ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Jean-Luc déglutit difficilement, sentant la gravité de ce qu'il venait de dire. « Oui, tout. » Dans les heures qui suivirent, Jean-Luc vit les filles se transformer. Robes élégantes, chaussures brillantes, petits diadèmes et colliers délicats, tout ce dont deux petites filles pouvaient rêver. Mais ce sont les petites choses qui le frappèrent vraiment. Cécile pleura de joie en recevant un nouvel ours en peluche, le serrant comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux au monde. Sophie, d'autre part, était fascinée par un simple peigne à cheveux, passant ses doigts sur ses dents avec respect. « Maman me coiffait tous les soirs, » murmura Sophie, presque pour elle-même, avant de... Elle ne termina pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Jean-Luc sentit son cœur se serrer. « Qu'est-il arrivé à votre maman ?» se surprit-il à demander, sa voix douce. Sophie jeta un coup d'œil à Cécile, qui était occupée à essayer des chaussures de princesse, avant de répondre. Elle a dit qu'elle allait chercher du travail, qu'elle reviendrait tout de suite. Mais ça fait si longtemps. Une vague de culpabilité s'abattit sur Jean-Luc. Voici deux enfants vulnérables, abandonnés, et il pensait à les utiliser pour sa petite vengeance. Mais alors, l'image de son père refit surface, toujours absent, toujours faisant passer le travail en premier. Peut-être, se justifia-t-il, que c'était une leçon que Gérard avait besoin d'apprendre. Le reste de la journée fut un tourbillon d'activités, salon de coiffure, manucure, même un maquillage léger pour les filles. Jean-Luc regarda, captivé, Sophie et Cécile se transformer en petites princesses. Au salon, pendant qu'une coiffeuse bouclait les cheveux de Cécile, Sophie se tourna vers Jean-Luc. «
Pourquoi faites-vous tout ça pour nous » demanda-t-elle, son regard pénétrant fixé sur lui. Jean-Luc hésita. Comment expliquer ces motivations complexes à une enfant ? « Je veux aider, » dit-il finalement, se sentant hypocrite. Sophie l'étudia longuement avant d'hocher lentement la tête. « Merci, » dit-elle simplement, mais il y avait une profondeur dans ses mots qui fit sentir à Jean-Luc encore plus de culpabilité. Au fil de la journée, Jean-Luc devint de plus en plus enchanté par les filles. Cécile, avec son émerveillement enfantin et son rire contagieux, lui rappelait une époque plus simple, quand il était jeune, et que le monde semblait plein de magie. Sophie, avec sa maturité au-delà de son âge et son regard observateur, éveilla en lui un instinct protecteur qu'il ne s'était jamais connu. Pendant le dîner dans un restaurant chic, Jean-Luc observa les filles savourer chaque bouchée de nourriture gastronomique, comme si c'était leur dernier repas. Le contraste entre le luxe qui les entourait et la privation évidente que les filles avaient subie lui retourna l'estomac. « Vous avez apprécié la journée » demanda Jean-Luc, essayant de garder un ton optimiste. Cécile hocha la tête avec enthousiasme, la bouche barbouillée de glace au chocolat. Sophie, cependant, regarda Jean-Luc avec une expression sérieuse. « C'était le meilleur jour de notre vie, » dit-elle doucement. « Mais, incita Jean-Luc, sentant son cœur s'emballer. « Ça ne durera pas, n'est-ce pas » finit Sophie, ses yeux reflétant une compréhension douloureuse bien trop profonde pour son jeune âge. Jean-Luc eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Comment pouvait-il lui dire que oui, tout cela était temporaire, qu'il les utilisait pour ses propres raisons égoïstes ? « Profitons juste du moment, d'accord » dit-il finalement, se détestant d'esquiver la question. Cette nuit-là, de retour à l'appartement, Jean-Luc borda les filles. Cécile s'endormit presque instantanément, serrant son nouvel ours en peluche. Sophie, cependant, resta éveillée, les yeux fixés sur Jean-Luc. « Merci pour aujourd'hui, » chuchota-t-elle. « Tu as rendu Cécile si heureuse ?» Jean-Luc sentit un nœud dans sa gorge. « Et toi » demanda-t-il. « Es-tu heureuse ?» Sophie hésita. « Je suis reconnaissante, » répondit-elle finalement. « Mais quoi ? J'ai peur de ce qui va se passer ensuite, quand tout ça sera fini. » Les mots de Sophie frappèrent Jean-Luc comme un train. Il se trouva incapable de répondre, capable seulement de poser un doux baiser sur le front de la fillette avant de quitter la pièce. Seul dans le salon, Jean-Luc se versa un généreux verre de whisky, les mains tremblant légèrement. Qu'est-ce qu'il faisait ? Comment pouvait-il même envisager d'utiliser ces enfants innocentes dans son jeu de vengeance ? Mais alors, l'image de l'invitation au mariage de son père vacilla dans son esprit. Des années de colère et de douleur enfouies menacèrent de l'étouffer. Jean-Luc passa une nuit blanche, déchiré entre sa conscience et son désir de vengeance. Quand le soleil se leva enfin, il avait pris sa décision. Pour le meilleur ou pour le pire, il emmènerait Sophie et Cécile au mariage. Pourtant, alors qu'il se préparait pour le grand jour, Jean-Luc ne pouvait se défaire du sentiment qu'il était sur le point de franchir une ligne dont il n'y aurait pas de retour. La Porsche de Jean-Luc s'arrêta en douceur devant l'imposante cathédrale. Un instant, il resta immobile, les mains agrippant si fort le volant que ses jointures blanchirent. À l'arrière, Sophie et Cécile étaient assises en silence, les yeux écarquillés devant la grandeur du bâtiment. « Souvenez-vous, » dit Jean-Luc, la voix tendue, « vous êtes mes invités spéciales. Restez près de moi, d'accord ?» Sophie hocha la tête solennellement, tandis que Cécile serrait la main de sa sœur. Jean-Luc prit une profonde inspiration, voulant calmer son cœur qui s'emballait. C'était maintenant ou jamais. En ouvrant la portière de la voiture, le bavardage des invités qui arrivaient inonda l'intérieur auparavant silencieux. Jean-Luc aida les filles à sortir, notant à quel point elles semblaient petites et vulnérables dans leurs robes élégantes. Un bref instant, il envisagea de faire demi-tour et de s'enfuir, mais il était trop tard. Les premiers chuchotements commencèrent dès qu'ils posèrent le pied sur le parvis. Les têtes se tournèrent, des regards curieux et confus suivant le trio alors qu'ils se dirigeaient vers l'entrée de la cathédrale. Jean-Luc pouvait entendre les murmures. Qui sont ces enfants ? Jean-Luc, le playboy,
avec 2 petites filles. Qu'est-ce qui se passe? Sont-elles ses filles? Mon Dieu, quel scandale! Jean-Luc garda la tête haute, guidant Sophie et Cécile d'une main douce sur leur dos. Il pouvait sentir Sophie se tendre sous son contact, ses yeux vigilants observant tout ce qui l'entourait. Cécile, au contraire, semblait ravie de l'attention, un petit sourire aux lèvres. En entrant dans l'église, les murmures s'intensifièrent. Les invités élégamment vêtus interrompirent leur conversation pour dévisager l'arrivée inattendue. Jean-Luc ressentit un mélange de satisfaction et d'appréhension en voyant le choc sur les visages de la haute société parisienne. Puis, il vit son père. Gérard Dubois se tenait près de l'autel, parlant avec le prêtre. En entendant le silence soudain qui s'abattit sur la cathédrale, il se retourna. Ses yeux trouvèrent d'abord ceux de Jean-Luc, et un mélange de surprise et d'irritation traversa son visage. Mais ensuite, son regard tomba sur les filles. Le monde sembla se figer. Gérard pâlit, ses yeux fixés sur Sophie. C'était comme s'il avait vu un fantôme. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, les mots mourant sur ses lèvres. Jean-Luc regarda, transit, un tourbillon d'émotions balayait les traits de son père. Choc, reconnaissance, peur et culpabilité? Sophie, sentant l'intensité du regard de Gérard, se recula légèrement derrière Jean-Luc. Mais elle ne rompit pas le contact visuel, son jeune visage curieux. Le moment fut brisé par l'arrivée de la mariée. Caroline, radieuse dans sa robe blanche, s'arrêta brusquement à la vue du spectacle. Ses yeux se plissèrent sur Jean-Luc, puis s'écarquillèrent en voyant les filles. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» siffla-t-elle, sa voix basse mais hérissée de tension. Gérard sembla sortir de sa transe, clignant rapidement des yeux. Il se tourna vers Caroline, forçant un sourire. « Rien, ma chérie, juste une surprise inattendue. » Mais ses yeux revenaient sans cesse vers Sophie, comme s'il ne pouvait s'en empêcher. La cérémonie commença, mais une tension crépitait dans l'air. Jean-Luc conduisit les filles à un banc au premier rang, conscient des regards qui les suivaient. Il pouvait voir son père, à l'autel, essayant de se concentrer sur les paroles du prêtre, mais son regard dérivait constamment vers Sophie. Cécile, inconsciente de la tension, était fascinée par la beauté de l'église. Elle chuchota avec enthousiasme à Sophie à propos des vitraux colorés et des fleurs élaborées. Sophie, cependant, resta silencieuse, ses yeux passant de Jean-Luc à Gérard. Au fur et à mesure que la cérémonie avançait, les invités commencèrent à chuchoter entre eux. « Qui sont ces enfants? Pourquoi le marié a-t-il l'air si troublé? Ce doit être un coup de Jean-Luc, il a toujours été un fauteur de troubles. » Jean-Luc fit de son mieux pour ignorer les commentaires, gardant une expression neutre. À l'intérieur, cependant, il était un tourbillon. La réaction de son père n'était pas tout à fait ce à quoi il s'était attendu. Quelque chose d'autre se passait, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore déchiffrer. Quand vint le moment des vœux, Gérard hésita. Ses yeux rencontrèrent ceux de Jean-Luc, puis se posèrent sur Sophie. Une seconde, il sembla qu'il pourrait tout arrêter. Mais ensuite, avec un effort visible, il se tourna vers Caroline et commença ses promesses. Caroline, à son tour, jeta des regards furtifs vers Jean-Luc et les filles, tout en récitant ses vœux, sa voix tremblant légèrement, la confusion et l'irritation évidente. Finalement, le prêtre les déclara, mari et femme. Les applaudissements qui suivirent furent timides, comme si les invités ne savaient pas s'il fallait célébrer ou non. Alors que les jeunes mariés remontaient l'allée, Gérard s'arrêta brièvement en passant devant Jean-Luc et les filles. Ses yeux retrouvèrent ceux de Sophie, une émotion fugitive traversant son visage. « Il faut qu'on parle », murmura-t-il à Jean-Luc, sa voix basse et urgente. Jean-Luc hocha la tête, ressentant à la fois le triomphe et l'appréhension. Son plan avait fonctionné, d'une certaine manière. Il avait perturbé la journée parfaite de son père. Mais la réaction de Gérard laissait entendre qu'il y avait bien plus dans cette histoire que ce que Jean-Luc avait anticipé. Alors que les invités se levaient, se préparant pour la réception, Jean-Luc sentit Sophie tirer sur sa manche. « Cet homme, dit-elle de sa petite voix claire, pourquoi me regardait-il comme ça ?» Jean-Luc déglutit, ne sachant pas comment répondre. « Je ne sais pas, Sophie, dit-il finalement, mais on va le découvrir. » En menant les filles hors de l'église, Jean-Luc ne put se défaire du sentiment d'avoir ouvert la boîte de Pandore. Quoi qu'il arrive ensuite, il savait que plus rien ne serait jamais pareil.
Le soleil brillait dehors, un contraste saisissant avec l'atmosphère lourde de l'église. Jean-Luc prit une profonde inspiration, se préparant pour ce qui allait suivre. La vraie tempête, il le savait, ne faisait que commencer. La réception de mariage battait son plein dans la somptueuse salle de bal du château de la Loire. Les coupes de champagne s'entrechoquaient, des rires élégants résonnaient et l'orchestre jouait doucement en fond sonore. Pour Jean-Luc, cependant, tout cela semblait distant, comme s'il regardait à travers une vitre embuée. Ses yeux étaient fixés sur son père, Gérard, qui circulait parmi les invités avec un sourire forcé, sa nouvelle épouse Caroline à son bras. Mais Jean-Luc remarqua les regards furtifs que Gérard continuait de jeter vers Sophie et Cécile, qui étaient assises à une table voisine, captivées par les pâtisseries élaborées devant elles. Lors d'un de ces regards, Gérard croisa enfin celui de Jean-Luc. D'un signe de tête presque imperceptible, il s'excusa auprès d'un groupe d'invités et se dirigea vers un coin plus isolé de la salle de bal. Jean-Luc comprit le signal et le suivit. « Mais qu'est-ce que tu crois faire ?» siffla Gérard dès qu'ils furent hors de portée de voix. Son visage était rouge, une veine pulsante à sa tempe. Jean-Luc croisa les bras, gardant un visage neutre. « Dire bonjour à mon père à son mariage. N'est-ce pas ce que tu voulais ?» Gérard jeta un rapide coup d'œil aux filles avant de se retourner vers Jean-Luc. « Ne joue pas à l'idiot. D'où viennent ces enfants ?» L'intensité dans la voix de son père surprit Jean-Luc. Il y avait quelque chose là, au-delà de la simple colère d'avoir vu sa grande journée gâchée. « Et pourquoi ça t'importe tant ?» rétorqua Jean-Luc, observant attentivement son père. Gérard hésita, ses yeux se posant à nouveau sur Sophie. « C'est juste que... elle ne devrait pas être ici. Ce n'est pas un endroit pour des enfants des rues. » Mais il y avait un tremblement dans sa voix, une hésitation que Jean-Luc n'avait jamais entendue auparavant. « C'est drôle, » dit Jean-Luc en se rapprochant. « Tu sembles particulièrement intéressé par Sophie. » « Pourquoi ?» Le visage de Gérard devint visiblement pâle. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Un soupçon soudain éclata dans l'esprit de Jean-Luc. « Papa, qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» Avant que Gérard ne puisse répondre, Caroline apparut à ses côtés, son sourire tendu dissimulant à peine son irritation. « Chérie, les Monteros te demandent. »« Oh, bonjour Jean-Luc » ajouta-t-elle, son ton glacial. Gérard parut soulagé par l'interruption. « Bien sûr, allons-y. »« Jean-Luc, nous reprendrons cette conversation plus tard. » Alors que le couple s'éloignait, Jean-Luc ne put s'empêcher de remarquer à quel point son père semblait anxieux, presque effrayé. De retour auprès des filles, Jean-Luc remarqua que Sophie avait l'air mal à l'aise, ses grands yeux balayant la foule avec une gêne croissante. « Ça va ?» demanda-t-il en s'accroupissant à côté d'elle. Sophie se mordit la lèvre avant de répondre. « Cet homme, ton père, il n'arrête pas de me regarder. » « Pourquoi ?» Jean-Luc sentit un nœud se former dans son estomac. « Je ne suis pas sûr, Sophie. Mais je vais le découvrir, d'accord ?» Cécile, inconsciente de la tension, tira sur la manche de Jean-Luc. « Je peux avoir une autre pâtisserie ?» Il força un sourire. « Bien sûr, princesse. N'en abuse pas. » Au fil de l'après-midi, Jean-Luc entendit les chuchotements et les murmures des invités. Certains l'approchèrent avec une curiosité à peine voilée, posant des questions pointues sur les filles. Jean-Luc les para avec des réponses vagues, sentant la tension monter. À un moment donné, il surprit une conversation à proximité. « Tu as vu comment Gérard a pâli quand il a vu cette fille aînée ?»« Oui, et il n'arrête pas de la regarder. »« Tu crois que... » ?»« Ne sois pas ridicule. Gérard ne ferait jamais... » Le cœur de Jean-Luc battait la chamade. Que sous-entendait-il exactement? Puis il remarqua Gérard s'approcher à nouveau, cette fois seul. Son père avait l'air d'avoir vieilli de plusieurs années en quelques heures seulement. Des rides profondes marquaient son visage, ses yeux lourds de culpabilité. « Jean-Luc, dit-il, sa voix basse et urgente, il faut qu'on parle. En privé. Maintenant. » Jean-Luc hésita, jetant un coup d'œil aux filles. Sophie le regardait avec ses yeux vifs, comme si elle sentait la tension dans l'air. « On ira bien, » dit-elle doucement. « Vas-y. » Avec un dernier regard inquiet vers les filles, Jean-Luc suivit son père hors de la salle de bal, dans un petit bureau attenant.
Dès que la porte se referma derrière eux, Gérard s'effondra dans un fauteuil, l'air complètement défait. « Je ne sais pas comment tu les as trouvés, » commença-t-il, la voix tremblante, « mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Le cœur de Jean-Luc martelait. « Quoi? Qu'est-ce que tu caches ?» Gérard leva les yeux, et pour la première fois de sa vie, Jean-Luc y vit une peur réelle. La peur d'un homme qui avait perdu le contrôle de son monde parfaitement géré. « Sophie, dit lentement Gérard, elle pourrait être… » À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Caroline entra en trombe, les yeux brillants de colère. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» exigea-t-elle. « Gérard, nos invités attendent. »« Et toi ?» Elle se tourna vers Jean-Luc. « Je pense que tu as causé assez de problèmes pour aujourd'hui. Pourquoi ne prends-tu pas tes invités et ne pars-tu pas ?» Jean-Luc l'ignora, les yeux rivés sur son père. « Papa, qu'est-ce que tu allais dire ?»« À propos de Sophie. » Gérard sembla livrer une bataille interne. Il ouvrit la bouche, la referma, puis dit finalement « Rien. Ce n'est rien. Caroline a raison, nous devrions retourner à la fête. » Mais le mal était fait. Jean-Luc pouvait voir dans les yeux de son père qu'il y avait bien plus dans cette histoire qu'il ne l'avait jamais imaginé. Et il était déterminé à le découvrir, quel qu'en soit le coût. De retour dans la salle de bal, Jean-Luc trouva Sophie et Cécile entourées d'invités curieux. Cécile semblait apprécier l'attention, mais Sophie avait l'air nettement mal à l'aise. « Je pense qu'il est temps de partir, » dit Jean-Luc en prenant les filles par la main. Alors qu'ils se dirigèrent vers la sortie, Jean-Luc ne put s'empêcher de remarquer le regard de son père les suivant, un regard plein de regrets, de peur et d'autre chose. Quelque chose que Jean-Luc avait l'intention de découvrir. En menant les filles à la voiture, Jean-Luc savait que ce n'était que le début. Quoi que son père cache, il le découvrirait. Et quelque chose lui disait que la vérité changerait tout. La tension était palpable alors que la réception de mariage se poursuivait. Jean-Luc, avec Sophie et Cécile à ses côtés, observait chaque mouvement de Gérard. Gérard, de son côté, semblait faire un effort monumental pour maintenir les apparences, souriant et discutant avec les invités, tout en laissant ses yeux dériver vers Sophie. À un moment donné, Gérard s'approcha de leur table, sa main tremblant légèrement alors qu'il offrait un morceau de gâteau à Sophie. « Est-ce que tu apprécies la fête ?» demanda-t-il, sa voix étrangement douce. Sophie leva les yeux vers lui avec ses grands yeux bruns et hocha timidement la tête. « Oui, monsieur. »« Merci. » Jean-Luc remarqua comment son père pâlit en entendant la voix de Sophie, comme s'il avait vu un fantôme. Gérard ouvrit la bouche comme s'il voulait en dire plus, mais se retourna brusquement et s'éloigna. Les chuchotements des invités n'échappèrent pas à Jean-Luc. « Tu te souviens de ce scandale il y a des années ? Chut, on ne devrait pas parler de ça. Mais c'est étrange, n'est-ce pas ? La ressemblance… Gérard a toujours eu ses secrets. Tu te souviens de cette femme de chambre qui a soudainement disparu ? Jean-Luc essaya de se rapprocher pour écouter, mais les gens baissaient toujours la voix quand il approchait. Le sentiment qu'il y avait bien plus dans cette histoire ne fit que grandir. Dans un rare moment de calme, Jean-Luc s'assit à côté des filles. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il doucement. Cécile rayonnait, du chocolat barbouillant sa bouche. « Tout est si joli. Je n'ai jamais vu autant de nourriture de ma vie. » Sophie, d'un autre côté, avait l'air pensive. « Jean-Luc, dit-elle doucement, pourquoi cet homme, ton père, continue-t-il de me regarder comme ça ?» Jean-Luc hésita, ne sachant comment répondre. « Je ne suis pas sûr, Sophie. Mais je vais le découvrir, d'accord ?» Sophie hocha la tête, puis ajouta « Tu sais, il me rappelle un peu ces grandes maisons où notre maman travaillait. » Jean-Luc sentit son cœur s'accélérer. « Des grandes maisons ? Votre maman travaillait dans des châteaux ?» Sophie haussa les épaules. Parfois, elle faisait le ménage pour des gens riches, mais ensuite, elle a arrêté de rentrer à la maison. Avant que Jean-Luc ne puisse sonder davantage, Caroline, la nouvelle épouse de Gérard, s'approcha. Son sourire était tendu, ses yeux pétillants d'une contrariété à peine contenue. « Jean-Luc, mon cher, » dit-elle d'une voix trop douce, « puis-je te parler un instant ?» S'éloignant des filles, Jean-Luc fit face à sa nouvelle belle-mère. « Qu'est-ce que cela signifie ?» siffla Caroline, abandonnant le prétexte. « Qui sont ces enfants et pourquoi Gérard agit-il si étrangement ?»
Jean-Luc garda une expression neutre. « Ce sont juste des invités spéciaux, Caroline. Rien d'inquiétant. » Caroline ne sembla pas convaincue. « Ne me prends pas pour une idiote, Jean-Luc. Il se passe quelque chose ici, et je découvrirai ce que c'est. » Alors que Caroline tournait les talons et s'éloignait, Jean-Luc ne put s'empêcher de remarquer comment elle jetait des regards suspicieux à la fois sur Gérard et sur Sophie. Puis, quelque chose sur le mur du château attira l'œil de Jean-Luc. Parmi plusieurs photos de famille, il y en avait une qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Elle était vieille, jaunie par le temps, montrant un Gérard beaucoup plus jeune, à côté d'une femme que Jean-Luc ne reconnaissait pas. Mais ce qui le figea, c'était le visage de la femme. Elle avait les mêmes yeux que Sophie, le même sourire doux, la même expression pensive. Jean-Luc sentit le sol tanguer sous ses pieds. Son esprit tourbillonnait de possibilités, chacune plus choquante que la précédente. Il fut tiré de ses pensées par une petite traction sur son bras. C'était Sophie. « Jean-Luc, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « On peut rentrer à la maison ? Je ne me sens pas bien. » Jean-Luc hocha la tête, remarquant la détresse sur son visage. Il appela Cécile, qui vint à contre-cœur, toujours excitée par les friandises de la fête. Alors qu'il se préparait à partir, Gérard s'approcha une fois de plus. Il avait l'air pâle, ses mains visiblement tremblantes. « Jean-Luc, dit-il, sa voix basse et urgente, « avant que tu partes, j'ai besoin de... Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Mais avant que Gérard ne puisse continuer, Caroline apparut à ses côtés, enlaçant son bras de manière possessive. « Chérie, les Monteros te demandent. Allons-y. » Gérard jeta un dernier regard angoissé à Sophie avant d'être entraîné par sa nouvelle épouse. En menant les filles hors du château, Jean-Luc avait l'impression d'être au milieu d'un puzzle complexe, avec des pièces manquantes partout. La ressemblance de Sophie avec la femme sur la photo, le comportement étrange de Gérard, les chuchotements des invités. Tout indiquait un secret profond, potentiellement dévastateur. Dans la voiture, alors qu'il s'éloignait du château, Jean-Luc regarda dans le rétroviseur Sophie, qui était assise tranquillement, regardant par la fenêtre. Cécile s'était déjà endormie, épuisée par les événements de la journée. « Sophie, dit doucement Jean-Luc, y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? Quelque chose sur ta maman ou sur ton passé ?» Sophie rencontra le regard de Jean-Luc dans le miroir. Un instant, il sembla qu'elle pourrait dire quelque chose d'important. Mais ensuite, elle secoua la tête. « Non, chuchota-t-elle, je ne sais rien. » Pourtant, il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur de reconnaissance ou de mémoire, qui fit se demander à Jean-Luc si elle cachait aussi des secrets. Alors qu'il retournait à son appartement, Jean-Luc ne pouvait se défaire du sentiment d'avoir ouvert une boîte de Pandore. Ce qui avait commencé comme une petite manœuvre pour gâcher le mariage de son père s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus grand et plus compliqué. Regardant à nouveau Sophie dans le miroir, remarquant comment la lumière du coucher de soleil illuminait son profil, soulignant sa ressemblance avec la femme sur la vieille photo, Jean-Luc sut au fond de lui qu'il était sur le point de découvrir un secret qui changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de tout le monde. Et alors que la nuit tombait sur Paris, Jean-Luc était déterminé à découvrir la vérité, quel qu'en soit le coût. Parce que maintenant, il ne s'agissait plus seulement de lui et de son père. Il s'agissait de Sophie, du passé mystérieux de sa famille et de secrets enfouis depuis bien trop longtemps. Les jours qui suivirent le mariage furent un tourbillon d'émotions et de révélations pour Jean-Luc. Tandis que Sophie et Cécile s'adaptaient à la vie luxueuse de son appartement, il se plongea tête baissée dans une enquête qui promettait de révéler des secrets longtemps enfouis. Jean-Luc commença à passer discrètement des appels à d'anciens employés du château des Dubois, des personnes qui avaient travaillé pour son père des années auparavant. La plupart évitèrent ces questions, changeant de sujet ou prétendant ne se souvenir de rien de notable. Mais il y eut des exceptions. « Monsieur Jean-Luc, dit Marie, une ancienne femme de chambre, sa voix tremblante au téléphone. Certaines choses du passé sont mieux laissées tranquilles. Mais si vous voulez vraiment savoir, cherchez une certaine Anne Olivier. » Le nom déclencha un vague sentiment de reconnaissance chez Jean-Luc, bien qu'il ne sache pas pourquoi.
Remerciant Marie, il commença immédiatement à chercher Anne-Olivier. Pendant ce temps, à l'entreprise familiale, Gérard menait ses propres enquêtes. Jean-Luc apprit par un contact au sein de l'entreprise que son père avait discrètement demandé des informations sur les enfants sans abri dans le quartier où Sophie et Cécile avaient été trouvées. Il semblait particulièrement intéressé par une femme qui aurait pu abandonner 2 filles récemment, lui dit le contact. Il agissait étrangement, presque désespérément. La nouvelle ne fit qu'alimenter les soupçons de Jean-Luc. Qu'est-ce que son père essayait de cacher? Ou plutôt, qu'essayait-il de découvrir? À la maison, Jean-Luc observait Sophie et Cécile s'adapter à leur nouvelle vie. Cécile était ravie de tout, de la télévision à écran plat aux jouets coûteux que Jean-Luc avait achetés. Sophie, cependant, restait plus réservée, observant silencieusement tout avec des yeux curieux. Un soir, alors que Jean-Luc préparait le dîner, une compétence qu'il se découvrait, Sophie entra dans la cuisine, les yeux fixés sur une photo encadrée sur l'étagère. « Qui est-ce » demanda-t-elle en montrant une photo de Jean-Luc enfant à côté de sa mère. Jean-Luc sentit une pointe de douleur dans sa poitrine. « C'est ma mère, » répondit-il doucement. « Elle est décédée il y a quelques années. » Sophie resta silencieuse un instant, puis dit « Elle a l'air gentille, comme notre maman. » Jean-Luc s'arrêta, se tournant pour faire face à Sophie. « Tu te souviens de beaucoup de choses sur ta maman ?» Sophie se mordit la lèvre, pensive. « Un peu. Je me souviens qu'elle sentait toujours le savon, et parfois, quand elle revenait du travail, elle sentait les fleurs chères. » La mention de fleurs chères fit penser à Jean-Luc aux jardins élaborés du château des Dubois. Se pourrait-il que... Ses pensées furent interrompues par Cécile, qui fit irruption dans la cuisine. « Jean-Luc, regarde ce que j'ai trouvé !» Elle tenait un vieil album photo, dont Jean-Luc ne se souvenait même pas de l'existence. Assis avec les filles dans le salon, Jean-Luc feuilleta l'album. C'étaient de vieilles photos de son enfance, fêtes au château, événements d'entreprise, moments en famille. Puis, une photo en particulier attira son attention. C'était une fête de Noël au château. En arrière-plan, presque inaperçue, se tenait une jeune femme en uniforme de femme de chambre. Ses yeux... Jean-Luc sentit un frisson. Ils étaient identiques à ceux de Sophie. « Qui est-ce » demanda Sophie en montrant la femme sur la photo. Jean-Luc déglutit difficilement. « Je ne sais pas » répondit-il honnêtement. Mais maintenant, il avait une piste concrète. Le lendemain matin, Jean-Luc fit une visite surprise aux archives de l'entreprise Dubois à La Défense. Utilisant sa position de fils du propriétaire, il obtint l'accès aux anciens dossiers des employés. Après des heures de recherche, il trouva enfin ce qu'il cherchait, un dossier daté de 15 ans mentionnant une femme de chambre nommée Anne-Olivier. Le dossier était étonnamment succinct, indiquant seulement qu'elle avait quitté son emploi sans préavis. Mais ce qui attira vraiment l'œil de Jean-Luc, c'était une note manuscrite dans le coin du dossier. Situation résolue. Ne pas contacter. L'écriture était indubitablement celle de son père. Le cœur de Jean-Luc s'emballa. Qu'est-ce que son père avait résolu exactement? Et pourquoi Anne était-elle partie si soudainement? De retour chez lui, Jean-Luc trouva Sophie assise sur le balcon, regardant pensivement la ville. Il la rejoignit, le poids des découvertes de la journée pesant sur ses esprits. « Sophie, commença-t-il prudemment, tu te souviens d'avoir déjà visité une grande maison quand tu étais plus jeune? Peut-être avec ta maman ?» Sophie fronça les sourcils, se concentrant. « Je crois. Il y avait un immense jardin et des fontaines. Maman m'y a emmené une fois, mais elle avait l'air nerveuse. Elle a dit que c'était notre secret. » Jean-Luc sentit un nœud dans son estomac. La description correspondait parfaitement au château des Dubois. Cette nuit-là, après avoir couché les filles, Jean-Luc se retrouva à fixer son téléphone. Le numéro de son père brillait sur l'écran, le défiant d'appeler. Après plusieurs minutes d'hésitation, il appuya finalement sur la touche d'appel. « Jean-Luc ?» La voix de Gérard semblait surprise et mal à l'aise. « Papa ?» dit Jean-Luc, essayant de garder sa voix stable. « Nous devons parler d'Anne-Olivier. » Un long silence suivit. Quand Gérard parla enfin, sa voix était épaisse d'émotion. « Demain. Viens à mon bureau. »« Demain. Et Jean-Luc ?»
Viens seul. » La ligne se coupa, laissant Jean-Luc avec plus de questions que de réponses. Il jeta un coup d'œil vers la chambre où dormaient Sophie et Cécile, sentant le poids de la responsabilité qu'il avait prise. « Demain, pensa-t-il, demain, j'apprendrai enfin la vérité. » Mais alors qu'il se préparait pour le lit, Jean-Luc ne put s'empêcher de se demander s'il était vraiment préparé aux révélations qui l'attendaient. Quelque chose lui disait que la vérité pourrait tout changer, pour toujours. Le bureau de Gérard Dubois respirait le pouvoir et la richesse. Jean-Luc admira les panneaux de bois poli, les peintures coûteuses et le mobilier luxueux en attendant l'arrivée de son père. Chaque objet semblait crier le succès, mais maintenant, tout ce que Jean-Luc pouvait voir, c'était des secrets et des mensonges. La porte s'ouvrit et Gérard entra, ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans depuis le mariage. Des cernes sombres ombraient ses yeux, et sa posture habituellement confiante semblait vaincue. « Jean-Luc, dit-il, la voix fatiguée, je vois que tu as mené ton enquête. » Jean-Luc alla droit au but. « Qui est Anne-Olivier, papa? Et quel est son lien avec Sophie et Cécile ?» Gérard soupira lourdement, s'asseyant dans son fauteuil en cuir. « C'est compliqué, mon fils, alors simplifie-le pour moi, » répondit Jean-Luc, sa patience s'épuisant. Gérard resta silencieux un long moment, puis commença. « Anne a travaillé pour nous, il y a de nombreuses années. Elle était plus qu'une simple femme de chambre. » Le cœur de Jean-Luc battait la chamade. « Tu as eu une liaison avec elle ?» Ce n'était pas une question, mais Gérard hocha quand même la tête. C'était un moment de faiblesse. « Ta mère était malade, je me sentais seul, et... »« Et Sophie ?» l'interrompit Jean-Luc, à la fois redoutant et désirant la réponse. Gérard ferma les yeux, l'angoisse peinte sur son visage. « Je ne suis pas sûr. » Anne a découvert qu'elle était enceinte, et puis elle a juste disparu. Jean-Luc eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. « Alors Sophie pourrait être ta fille? Et tu l'as abandonnée? »« Tu les as abandonnés. Ce n'était pas si simple, » protesta Gérard. « J'ai cherché Anne, mais elle ne voulait pas être retrouvée. Puis les années ont passé, et tu as décidé de faire comme si ça n'était jamais arrivé, » conclut Jean-Luc, la colère résonnant dans sa voix. Avant que Gérard ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit à nouveau. Caroline, la nouvelle épouse de Gérard, entra, les yeux flamboyants de fureur. « Alors c'est ça, » dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Tout ce comportement étrange, les regards sur cette fille. Tu as une fille illégitime. » Gérard se leva, essayant de calmer Caroline. « Ma chérie, s'il te plaît, je peux tout expliquer. » Mais Caroline ne voulait rien écouter. Elle se tourna vers Jean-Luc. « Et toi, tu as amené ces enfants ici juste pour ruiner notre mariage, n'est-ce pas ?» Jean-Luc ignora l'accusation, son esprit vacillant sous l'effet de ce qu'il venait d'apprendre. Il sortit son téléphone, composant rapidement. « Allô, Sophie? Peux-tu venir au bureau de mon père avec Cécile? C'est important. » Gérard pâlit. « Qu'est-ce que tu fais? »« Je résous ça une bonne fois pour toutes, » dit fermement Jean-Luc. Les minutes suivantes furent tendues. Caroline faisait les 100 pas, marmonnant à propos de scandales et de divorce. Gérard sembla vieillir encore d'une décennie, affalé dans son fauteuil. Jean-Luc se tenait près de la fenêtre, son esprit une tempête d'émotions. Quand Sophie et Cécile arrivèrent enfin, l'atmosphère dans la pièce était étouffante. Sophie, toujours perspicace, sentit immédiatement la tension. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, ses grands yeux passant de Jean-Luc à Gérard. Cécile, innocente et inconsciente, alluma par inadvertance l'étincelle. En arpentant la pièce, elle s'exclama « Hé, Sophie, cet endroit ressemble à cette grande maison que maman nous a montrée une fois. Tu te souviens ?» Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Gérard regarda la jeune fille comme s'il voyait des fantômes. Caroline laissa échapper un son étranglé, quelque part entre un sanglot et un rire hystérique. Jean-Luc s'agenouilla devant Sophie. « Sophie, tu te souviens d'être venue ici avant, avec ta maman ?» Sophie fronça les sourcils, se concentrant. « Je crois. » Maman était triste. Elle regardait cette photo. Elle désigna un portrait de Gérard sur le mur. Et elle pleurait. Gérard laissa échapper un son brisé, cachant son visage dans ses mains.
Oh, Anne, murmura-t-il. Jean-Luc sentit un torrent d'émotions contradictoires, colère contre son père pour avoir caché cela, compassion pour Sophie et Cécile, confusion sur son propre rôle dans cette toile enchevêtrée. « Papa, dit-il, la voix stable, nous avons besoin d'un test ADN. Nous devons être sûrs. » Gérard hocha lentement la tête, l'air défait. « Tu as raison, j'aurais dû faire ça il y a longtemps. » Caroline, qui était sous le choc, éclata soudainement. « C'est ridicule! Je ne laisserai pas ces enfants des rues détruire notre famille. » Sophie tressaillit aux mots durs et Jean-Luc sentit une vague de protectionnisme. « Elles font partie de la famille, » dit-il sèchement. « Potentiellement ma sœur et ma demi-sœur. Et tu les traiteras avec respect. » La confrontation fut interrompue par le son de sanglots étouffés. Tout le monde se tourna pour voir Cécile pleurer en silence, s'accrochant au bras de Sophie. « Je veux ma maman », marmonna-t-elle à travers ses larmes. La vue sembla réveiller quelque chose chez Gérard. Il s'agenouilla devant les filles, parlant doucement. « Nous retrouverons votre maman, je le promets. » Jean-Luc regarda, stupéfait par le changement soudain de son père. Pour la première fois depuis des années, il vit une lueur de l'homme que Gérard était autrefois, compatissant, déterminé, fort. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Jean-Luc, sentant le poids de la responsabilité. Gérard se leva, semblant prendre une décision. « D'abord, nous faisons le test ADN. Ensuite, nous commençons à chercher Anne. »« Allô, monsieur ?» Il jeta un coup d'œil à Caroline, qui semblait toujours sous le choc. « Nous devons être honnêtes les uns avec les autres. Plus de secrets. » Jean-Luc hocha la tête, ressentant un mélange d'appréhension et de soulagement. Enfin, la vérité faisait surface. Mais il savait que ce n'était que le début. La route à venir serait compliquée, pleine d'émotions désordonnées et de choix difficiles. Regardant Sophie et Cécile, maintenant blotties l'une contre l'autre, Jean-Luc fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, il les protégerait. Elles étaient de la famille maintenant, quels que soient les résultats de l'ADN. Alors que le crépuscule s'installait sur Paris, les anciens et les nouveaux membres de la famille Dubois se préparaient à affronter un avenir incertain, mais enfin ancré dans l'honnêteté. Les secrets étaient révélés, et il était maintenant temps d'en affronter les conséquences, ensemble. Le bureau de Gérard Dubois, autrefois symbole de pouvoir et de succès, semblait maintenant étouffant. Jean-Luc se tenait les poings serrés, faisant face à son père qui semblait avoir vieilli d'une autre décennie en quelques minutes. Sophie et Cécile étaient assises sur le canapé en cuir, regardant la scène avec de grands yeux confus. « Plus de mensonges, papa, » dit Jean-Luc, sa voix tremblant d'une émotion contenue. « Je veux la vérité, toute la vérité. » Gérard passa une main sur son visage fatigué, évitant le regard accusateur de son fils. « Jean-Luc, tu ne comprends pas. C'est compliqué. »« Alors, fais-moi comprendre !» explosa Jean-Luc, sa voix résonnant dans les murs du bureau. Cécile tressaillit de peur et Sophie la rapprocha d'elle, protectrice. Gérard regarda les filles, son regard s'attardant sur Sophie. Il y avait de la culpabilité, de la peur et de l'affection. Jean-Luc n'en était pas sûr. « J'ai rencontré Anne, » commença lentement Gérard, « il y a de nombreuses années. Elle travaillait ici, au château, comme femme de chambre. » Jean-Luc hocha la tête avec impatience. « Ça, on le sait déjà. » « Quoi d'autre ?» Gérard prit une profonde inspiration. « Nous nous sommes rapprochés. Ta mère, Hélène, était malade. Je me sentais seul. Et Anne, elle était gentille, compréhensive. »« Tu as eu une liaison ?» déclara Jean-Luc. « Ce n'était pas une question. » Gérard ferma les yeux, hochant légèrement la tête. C'était bref, mais intense. Sophie, qui était restée silencieuse, prit la parole doucement. « Vous connaissiez notre maman ?» La question innocente frappa Gérard comme un coup. Il regarda Sophie, les yeux larmoyants. « Oui, Sophie, je connaissais ta mère. » Le cœur de Jean-Luc battait la chamade. La ressemblance entre Sophie et la femme sur la vieille photo, le comportement de son père, tout s'emboîtait. « Sophie est ta fille, n'est-ce pas ?»
demanda Jean-Luc, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Gérard ne répondit pas tout de suite. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre et fixa l'horizon parisien pendant un long moment. « Je n'en suis pas sûr, admit-il finalement. Anne a découvert qu'elle était enceinte, puis elle a disparu. J'ai essayé de la retrouver, Jean-Luc, je le jure. » Jean-Luc sentit un mélange de rage et de compassion. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Pourquoi avoir caché ça toutes ces années ?» Gérard se retourna, les larmes aux yeux. « Au début, j'étais dans le déni. Puis, quand je n'ai pas pu retrouver Anne, j'ai pensé qu'il valait peut-être mieux laisser les choses comme elles étaient. L'état de ta mère empirait. L'entreprise avait besoin de moi. Je me suis convaincu que c'était pour le mieux. » Sophie et Cécile écoutaient tranquillement, leur visage montrant un mélange de confusion et d'étonnement. Jean-Luc s'approcha d'elle, s'agenouillant près du canapé. « Sophie, Cécile, dit-il doucement, vous comprenez ce qui se passe ?» Sophie hocha lentement la tête. « Je crois. Cet homme, il connaissait notre maman. Et peut-être... » Elle regarda Gérard. « Peut-être qu'il était mon papa. » La franchise de la déclaration de Sophie fit mal au cœur de Jean-Luc. Il se tourna vers son père pour une réponse. Gérard s'approcha, hésitant. « Sophie, je ne sais vraiment pas. Mais il y a une possibilité, oui. » Cécile, qui était restée silencieuse, prit soudain la parole. « Mais, et notre maman? Où est-elle » La question innocente resta en suspens, lourde, dans l'air. Gérard avait l'air accablé, la culpabilité gravée sur ses traits. « Je ne sais pas, ma chérie, mais je promets que nous la retrouverons. » Jean-Luc se leva, faisant face à son père. « Comment allons-nous faire ça? Et que se passe-t-il maintenant ?» Gérard parut résolu. « D'abord, nous faisons le test ADN. Nous devons être sûrs. Ensuite, j'engagerai les meilleurs enquêteurs pour retrouver Anne. »« Et pour Sophie et Cécile ?» demanda Jean-Luc. « Où vont-elles rester ?»« Ici, » dit fermement Gérard. « Elles resteront ici, au château. C'est le moins que je puisse faire. Après tout... » Jean-Luc sentit une vague d'émotions contradictoires. Une partie de lui voulait protéger les filles, les tenir à l'écart de tout ce tumulte. Mais une autre partie savait qu'elles méritèrent la vérité, une chance de connaître leur famille potentielle. « Qu'en pensez-vous, les filles ?» demanda Jean-Luc. « Aimeriez-vous rester ici un moment ?» Sophie et Cécile échangèrent un regard. Cécile semblait excitée à l'idée de vivre dans un château, mais Sophie hésita. « On peut rester avec toi aussi, Jean-Luc » demanda Sophie timidement. Le cœur de Jean-Luc fondit. « Bien sûr que vous le pouvez. Quand vous le voudrez. » Gérard observa l'échange, le regret et l'espoir se mêlant dans son expression. « Jean-Luc, dit-il doucement, je sais que j'ai fait tellement d'erreurs, mais je veux essayer de réparer les choses. Pour nous tous. » Jean-Luc regarda son père, voyant pour la première fois depuis des années non pas un homme d'affaires impitoyable, mais un homme imparfait, plein de regrets et de peur. Il hocha lentement la tête. « D'accord, papa. Essayons. » Dans les jours qui suivirent, le château des Dubois fut un tourbillon d'activités. Le test ADN fut organisé, des enquêteurs furent engagés pour rechercher Anne, et Sophie et Cécile furent installées dans une chambre luxueuse qui les laissa bouche bée. Jean-Luc partagea son temps entre son appartement et le château, déterminé à être présent pour les filles pendant cette transition tumultueuse. Il observa avec une fascination et une inquiétude prudente Gérard tenter de créer des liens avec Sophie, parfois maladroitement, mais toujours sincèrement. Un soir, alors que les filles dormaient, Jean-Luc trouva son père dans la bibliothèque du château, fixant une vieille photo d'Anne. « Papa, » dit doucement Jean-Luc, « pourquoi n'as-tu jamais tourné la page? Pourquoi avoir caché ça si longtemps ?» Gérard regarda son fils, les yeux remplis de regrets. « La peur, je suppose. La peur d'affronter mes erreurs, d'admettre que j'avais échoué. Et puis, c'est devenu de plus en plus difficile de dire la vérité. » Jean-Luc hocha la tête, comprenant pour la première fois la complexité des sentiments de son père. « Et maintenant, que veux-tu » Gérard posa la photo. « Maintenant, je veux arranger les choses. Être le père que Sophie mérite, et le père que tu as toujours mérité. »
Jean-Luc sentit un nœud dans sa gorge. Des années de ressentiment et d'incompréhension commencèrent à se dissoudre, remplacées par une empathie nouvelle. « Ce ne sera pas facile, prévint Jean-Luc. Je sais, acquiesça Gérard, mais je suis prêt à essayer. Pour la première fois depuis longtemps, Jean-Luc, j'ai l'impression de faire ce qu'il faut. » Alors que les deux hommes s'attardaient dans la bibliothèque, réfléchissant au passé et contemplant l'avenir, le doux son des rires d'enfants résonna dans les couloirs du château. Un rappel que malgré toutes les complications et les secrets, il y avait de l'espoir. Une nouvelle famille se formait, pleine de potentiel et de secondes chances. La vérité avait émergé, apportant douleur et confusion, mais aussi la promesse de guérison et de rédemption. Pour Jean-Luc, Gérard, Sophie et Cécile, c'était le début d'un voyage qui les mènerait vers des lieux qu'ils n'avaient jamais imaginés, tant sur le plan émotionnel que littéral. Et alors que la nuit tombait sur le château des Dubois, un sentiment d'attente emplit l'air, comme si l'univers retenait son souffle, attendant le prochain chapitre de cette histoire inattendue. Le château des Dubois était silencieux ce dimanche après-midi. Jean-Luc jouait avec Sophie et Cécile dans le jardin, tandis que Gérard observait depuis la véranda, un verre de whisky à la main, perdu dans ses pensées. La sonnette retentit, résonnant à travers la propriété. Personne n'aurait pu prédire ce qui allait se passer. Quand la porte s'ouvrit, révélant une femme d'âge mûr, aux yeux fatigués mais déterminés, le temps sembla s'arrêter. Sophie fut la première à réagir. « Maman ?» Sa voix était un murmure incrédule. Anne-Olivier était de retour, apportant avec elle un raz-de-marée d'émotions et de vérités longtemps enfouies. « Sophie ! Cécile !» cria Anne, tombant à genoux et ouvrant les bras. Les filles coururent vers elle, sanglotant et riant à la fois. Jean-Luc resta figé, observant la scène avec soulagement et appréhension. Gérard, attiré par l'agitation, apparut à la porte, le visage pâle comme s'il avait vu un fantôme. « Anne !» murmura-t-il, incrédule. S'accrochant toujours à ses filles, Anne leva son regard vers Gérard. Une tempête d'émotions traversa ses traits, colère, tristesse et quelque chose d'autre, de plus compliqué. « Bonjour, Gérard !» dit-elle, sa voix ferme malgré les larmes. Jean-Luc, se remettant du choc initial, prit les choses en main. « Entrons, nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Dans le salon, l'air était épais de tension. Sophie et Cécile refusaient de quitter le côté de leur mère, tandis que Gérard semblait incapable de détourner le regard d'Anne. Jean-Luc se retrouva à jouer le rôle de médiateur, un rôle qu'il n'aurait jamais imaginé jouer. « Anne !» commença doucement Jean-Luc. « Où étiez-vous pendant tout ce temps ?» Anne lissa les cheveux de Cécile avant de répondre. « Je me cachais. J'avais peur. J'essayais de survivre. » Elle regarda directement Gérard. « J'essayais de protéger mes filles. » Gérard s'avança. « Anne, je t'ai cherché. Pendant des années. »« Pas assez, » l'interrompit sèchement Anne, puis s'adoucit. « Mais ce n'était pas entièrement de ta faute, Gérard. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Jean-Luc sentit l'atmosphère changer, comme si l'air s'était alourdi. « Que veux-tu dire ?» Anne prit une profonde inspiration, regardant Sophie. « Ma chérie, tu te souviens quand j'ai dit qu'on devait partir parce que c'était dangereux de rester ?» Sophie hocha la tête, les yeux écarquillés de curiosité. « Eh bien, continua Anne, ce n'était pas exactement comme ça. Quelqu'un m'a fait partir. » Elle se tourna vers Gérard. « Ta femme, Gérard. Hélène. Elle a découvert pour nous, pour la grossesse. » Gérard pâlit, trébuchant jusqu'à s'agripper à un fauteuil voisin pour se soutenir. « Quoi ? Hélène ? Elle savait ?» Anne hocha tristement la tête. « Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. » Flashback. Anne pliait des draps dans la chambre principale quand Hélène Dubois entra, le visage un masque de fureur à peine contenu. « Je sais tout, » dit Hélène, sa voix tremblant de colère. « Pour toi et Gérard. Pour le bébé. » Anne sentit son monde s'effondrer. « Madame, je... »« Tais-toi, » siffla Hélène. « Tu pars aujourd'hui, et tu ne reviendras jamais. Mais le bébé, Gérard doit savoir. » Hélène rit amèrement.
Gérard, il ne le saura jamais. Tu crois qu'il te choisirait, toi et ce bâtard, plutôt que moi et Jean-Luc? Plutôt que cette vie? Les larmes piquèrent les yeux d'Anne. « S'il vous plaît, madame, tu as 1 heure pour partir. Si tu le dis à Gérard, je ferai de ta vie un enfer. Compris? Fin du flashback. » Un silence inonda la pièce alors qu'Anne finissait son histoire. Gérard avait l'air dévasté, ses mains tremblant visiblement. « Hélène, elle a fait ça, et elle ne m'a jamais rien dit. » Sa voix était un murmure brisé. Jean-Luc, luttant pour digérer tout cela, se tourna vers Anne. « Mais pourquoi n'êtes-vous pas revenu plus tard? Après Hélène? Après sa mort ?» Anne baissa les yeux. La peur, la honte. Et puis, « Eh bien, la vie dans la rue n'est pas facile. J'ai pensé que ce serait mieux pour tout le monde si nous restions à l'écart. » Sophie, qui avait écouté tranquillement, prit la parole. « Alors, Gérard est vraiment mon papa ?» La question resta en suspens, lourde de sens. Gérard se leva lentement, s'approchant de Sophie. « Je le crois, Sophie, » dit-il doucement. « Et si tu me le permets, j'aimerais vraiment être ton papa. Pour de vrai, cette fois. » Cécile, qui était restée silencieuse, tira sur la manche d'Anne. « Maman, ça veut dire qu'on a une grande famille maintenant ?» Anne sourit à travers ses larmes. « On dirait bien, ma chérie. » Jean-Luc observa la scène, ressentant une vague d'émotions contradictoires. Colère face à la manipulation d'Hélène, empathie pour Anne et les filles, et une nouvelle compréhension de son père. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il, sa voix brisant le silence. Gérard redressa les épaules, comme s'il prenait une décision. « D'abord, nous offrons à Anne et aux filles un endroit où rester, ici. Si elles le veulent. » Il regarda Anne. « Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais j'aimerais essayer de réparer les choses. Pour nous tous. » Anne hésita, jetant un coup d'œil à ses filles. « Ce ne sera pas facile. »« Non, » acquiesça Jean-Luc. « Mais peut-être que c'est nécessaire. Pour nous tous. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de conversations. Des dispositions furent prises pour accueillir Anne et les filles. De vieilles blessures furent exposées, et lentement, le processus de guérison commença. Alors que la nuit tombait sur le château des Dubois, une nouvelle dynamique familiale commença à se former, fragile, compliquée et pleine de défis, mais aussi débordante de possibilités. Jean-Luc, observant Gérard tenter de créer des liens avec Sophie, et Anne s'occuper de Cécile, ressentit un étrange sentiment d'espoir. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait enfin éclaté, et avec elle, la chance d'un nouveau départ pour tout le monde. La famille Dubois, désormais élargie et transformée, faisait face à un avenir incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, ils l'affronteraient ensemble, ancrés dans l'honnêteté et la promesse de guérir. Les jours qui suivirent l'arrivée d'Anne furent turbulents au château des Dubois. La vérité, longtemps enfouie, planait maintenant sur tout le monde comme un nuage lourd, impossible à ignorer. Gérard passa des heures dans son bureau, alternant entre une réflexion profonde et des accès de colère contre lui-même. Un après-midi particulièrement difficile, Jean-Luc le trouva dans son fauteuil en cuir, un verre de whisky intact à la main, fixant d'un air absent une vieille photo de famille. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» murmura Gérard, sa voix chargée de regret. « Hélène, Anne, Sophie, je leur ai toutes manqué. » Jean-Luc s'approcha, déchiré entre la compassion et la frustration. « Papa, tu ne savais pas ?»« Exactement !» éclata Gérard en frappant du poing sur le bureau. « Je ne savais pas parce que j'ai choisi de ne pas voir. J'étais tellement concentré sur l'entreprise, sur l'héritage, que j'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment. » Jean-Luc sentit un mélange d'empathie et de colère. « Alors, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?» Gérard leva son regard, une détermination renouvelée, brillant à travers des larmes non versées. « Je vais réparer ça. D'une manière ou d'une autre, je vais réparer ça. » Pendant ce temps, Jean-Luc se débattait avec ses propres révélations. La possibilité d'avoir une demi-sœur, la conscience que son acte impulsif d'amener Sophie et Cécile au mariage avait déclenché tout cela. Une nuit, incapable de dormir, il trouva Anne dans la cuisine en train de préparer du thé. « Tu n'arrives pas à dormir ?»
demanda-t-elle doucement. Jean-Luc secoua la tête. Trop de choses à digérer. Anne hocha la tête en signe de compréhension. Je sais ce que tu ressens. J'ai passé de nombreuses nuits blanches à penser à tout ça. Comment as-tu fait? Lâcha Jean-Luc. Comment as-tu réussi à élever les filles seules, dans la rue? Anne soupira, ses yeux lointains de souvenirs. Ce n'était pas facile. Il y a eu des jours où je pensais qu'on ne survivrait pas. La faim, le froid, la peur constante. Elle s'arrêta, se reprenant. Mais regarder Sophie et Cécile, voir leur force et leur espoir, ça m'a fait tenir. Jean-Luc sentit une vague d'admiration et de culpabilité. « Je suis désolé que vous ayez dû traverser ça. » Anne lui fit un sourire triste. « Ce n'était pas ta faute, Jean-Luc. Tout cela était hors de notre contrôle. » Le lendemain matin, Gérard rassembla tout le monde dans le salon, y compris Sophie et Cécile. Il était temps d'affronter la situation de front. « Les filles, » commença Gérard, sa voix douce, « je sais que cela doit être très déroutant pour vous. Mais je veux que vous sachiez que, quoi qu'il arrive, vous faites partie de cette famille maintenant. » Sophie, toujours perspicace, demanda « Ça veut dire que tu es vraiment mon papa ?» Gérard déglutit difficilement, échangeant un regard avec Anne avant de répondre. « Oui, Sophie, je suis ton père biologique, et je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi toutes ces années. » Cécile, qui traitait encore les choses à sa manière enfantine, demanda « Alors, Jean-Luc est notre frère ?» Jean-Luc s'agenouilla à côté d'elle, souriant doucement. « Je suis le demi-frère de Sophie, et ton oncle, Cécile. Mais plus important encore, je serai toujours de la famille pour vous deux, d'accord ?» Les filles hochèrent la tête, serrant Jean-Luc dans leurs bras. Il sentit son cœur se gonfler d'un amour qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Ils continuèrent à parler, Anne donnant une explication simplifiée de la raison de son départ, soulignant que ce n'était jamais la faute des filles. Gérard exprima son désir de faire partie de leur vie, si elle le lui permettait. À ce moment, Caroline, la nouvelle épouse de Gérard, entra. Un silence tendu s'installa, chargé d'attentes et de craintes inexprimées. Caroline regarda autour d'elle, son regard s'attardant sur Sophie, qui ressemblait étrangement à un jeune Gérard. Finalement, elle prit la parole. « Je ne vais pas prétendre que c'est facile pour moi, mais... » Elle s'arrêta, prenant une inspiration tremblante. « Je comprends que ces enfants ne sont pas à blâmer, et elles ont besoin d'une famille. » Gérard se leva, s'approchant prudemment d'elle. « Caroline, je suis désolé pour tout ça. Je sais que ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais en m'épousant. » Caroline hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux. « Non, ce n'est pas le cas. Mais la vie se déroule rarement comme prévu, n'est-ce pas? Et peut-être qu'il y a de la place pour nous tous dans cette famille. » Anne, qui avait observé en silence, s'avança. « Caroline, je sais que vous me détestez peut-être. »« Non, » l'interrompit doucement Caroline. « Je ne vous déteste pas. Je ne peux pas détester quelqu'un qui a tant sacrifié pour ses enfants. » Elle jeta un coup d'œil à Gérard. « La personne qui m'a le plus contrarié est celle qui aurait dû être honnête depuis le début. » Gérard baissa la tête, acceptant le reproche. « Vous méritez toutes les deux mieux. Vous toutes. Et je promets qu'à partir de maintenant, je ferai tout mon possible pour être l'homme que vous méritez. » Jean-Luc observa, ressentant de l'espoir et de l'anxiété. C'était un début, mais la route à venir serait longue et semée d'embûches. Dans les jours qui suivirent, le château des Dubois ressemblait à un champ de bataille émotionnel, avec des moments tendus entrecoupés de petits triomphes. Gérard passa des heures à parler avec Sophie, apprenant sa vie et ses rêves. Anne observait de loin, déchirée entre le soulagement et l'inquiétude. Jean-Luc se retrouva à jouer les médiateurs, aidant Cécile à comprendre la situation, passant du temps avec Sophie pour s'assurer qu'elle se sentait en sécurité et aimée, et soutenant à la fois son père et Anne. Caroline, à la surprise de tous, fit un effort sincère pour créer des liens avec les filles. D'abord maladroite, une connexion commença progressivement à se former. Un soir, au dîner, Cécile demanda innocemment « Alors, on a deux mamans maintenant ?» Le silence qui suivit fut brisé par le rire doux de Caroline. « Eh bien, je suppose que oui, ma chérie.
si c'est d'accord avec toi et ta maman. » Anne sourit, hochant la tête en signe de remerciement. C'était un petit pas, mais significatif. Au fil des semaines, les blessures commencèrent lentement à guérir. Il y eut des disputes animées sur le passé, des larmes et des réconciliations, et des promesses de créer un avenir meilleur. Dans un geste de bonne foi, Gérard offrit une aide financière à Anne, espérant compenser les années de difficultés. D'abord réticente, Anne accepta, pensant à l'avenir des filles. De son côté, Jean-Luc se jeta dans son nouveau rôle de grand frère, déterminé à être le soutien dont Sophie et Cécile avaient besoin. Un après-midi ensoleillé, alors que tout le monde était réuni dans le jardin, Gérard demanda leur attention. « Je sais que ces dernières semaines ont été difficiles, » commença-t-il. « Nous avons tous fait des erreurs. Mais en vous regardant maintenant, je vois une famille imparfaite, compliquée, mais une famille quand même. » Il s'arrêta, l'émotion rendant sa voix rauque. « Je ne peux pas changer le passé, mais je promets à chacun d'entre vous que je ferai tout mon possible pour assurer un avenir meilleur, ensemble. » Anne, les larmes aux yeux, fut la première à répondre. « Ce ne sera pas facile, Gérard. Il y a beaucoup à pardonner, beaucoup à reconstruire. Mais pour le bien des filles, je suis prête à essayer. » Caroline hocha la tête en accord. « Moi aussi. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais c'est peut-être ce dont nous avions tous besoin. » Jean-Luc regarda Sophie et Cécile, qui observaient avec un mélange de confusion et d'espoir. « Et vous, les filles, qu'en pensez-vous » Sophie, toujours la plus mature, répondit. « Je suppose que j'aime l'idée d'avoir une grande famille, même si c'est compliqué. » Cécile ajouta de sa voix innocente. « Et on peut avoir un chiot ?» Le rire qui suivit brisa la tension, apportant un moment de légèreté bien nécessaire. Alors que le soleil se couchait sur le château des Dubois, baignant le groupe assemblé d'une lueur chaude, un sentiment palpable de changement flottait dans l'air. La route à venir serait difficile, pleine d'obstacles et de doutes, mais pour la première fois depuis longtemps, il y avait de l'espoir. L'espoir de la guérison, du pardon, d'un nouveau départ. La famille Dubois, dans toute sa complexité et son imperfection, faisait ses premiers pas vers un avenir commun. Bien que la destination finale reste incertaine, une chose était claire, ils affronteraient tout ce qui viendrait, non plus comme des individus isolés, mais comme une famille unie par des liens qui allaient au-delà du sang. Le jardin du château des Dubois était orné de lumière douce et de fleurs colorées. Une brise légère transportait l'odeur d'un barbecue et le son des rires. 6 mois s'étaient écoulés depuis les révélations qui avaient secoué la famille jusqu'à ses fondations, et aujourd'hui, ils se réunissaient pour célébrer non seulement l'anniversaire de Sophie, mais aussi le nouveau chapitre qu'ils écrivaient ensemble. Gérard, portant un tablier sur lequel on pouvait lire « Meilleur papa du monde », un cadeau ironique de Jean-Luc, se tenait près du grill, discutant avec animation avec Anne. Le contraste entre cette scène et la tension des mois précédents était frappant. « Je n'aurais jamais pensé te voir cuisiner, Gérard », le taquina Anne en lui tendant une assiette. Gérard gloussa en secouant la tête. « Il y a beaucoup de choses que je n'aurais jamais pensé faire, Anne. Mais nous y voilà. » Près de la piscine, Jean-Luc jouait avec Sophie et Cécile, leur apprenant à plonger. Leurs cris excités remplissèrent le jardin. « Regarde, Jean-Luc, j'ai réussi !» s'exclama Sophie, en refaisant surface avec un sourire radieux. Jean-Luc sentit son cœur se gonfler de fierté. « Tu as été incroyable, Soph, presque prête pour les Jeux olympiques. » Ne voulant pas être en reste, Cécile sauta dans l'eau, éclaboussant tout le monde. « Mon tour, mon tour !» Depuis une chaise longue voisine, Caroline observait la scène avec un doux sourire. Les mois passés l'avaient mise à l'épreuve, mais voir la joie des enfants et la transformation de Gérard avaient validé sa décision de rester. Anne s'approcha, lui offrant un verre. « Merci pour tout, Caroline. Je sais que ça n'a pas été facile. » Acceptant le verre, Caroline réfléchit un instant. « Au début, je pensais que ce serait impossible, mais voir tout le monde ensemble comme ça en valait la peine. » Les deux femmes partagèrent un regard de compréhension mutuelle. Leur amitié, forgée dans les circonstances les plus improbables, était un témoignage de résilience et du pouvoir du pardon. Gérard les rejoignit, s'essuyant les mains sur une serviette. « La nourriture est presque prête. »
Anne, comment se passe le nouveau travail ?» Les yeux d'Anne s'illuminèrent de fierté. « Ça se passe très bien. Je n'aurais jamais pensé qu'à 40 ans, je commencerais une carrière dans la décoration d'intérieur. Mais j'adore ça. » Gérard hocha la tête, visiblement satisfait. Il avait utilisé ses relations pour aider Anne à trouver un emploi correspondant à ses passions, mais c'était son propre talent qui la faisait prospérer. Jean-Luc sortit de la piscine, s'enveloppant dans une serviette, observant l'interaction facile des adultes. Il ne put s'empêcher de réfléchir au chemin parcouru. Qui l'eût cru, remarqua-t-il en les rejoignant, tout ça à cause d'une invitation à un mariage. Gérard posa une main sur l'épaule de son fils. Parfois, le destin a des voies mystérieuses. Ton acte impulsif s'est avéré être la meilleure chose qui pouvait arriver à cette famille. Sophie et Cécile se précipitèrent, encore dégoulinantes, gloussant d'excitation. Sophie, maintenant âgée de 7 ans, avait l'air plus confiante et plus heureuse que jamais. « Papa » appela-t-elle Gérard, les mots encore nouveaux sur ses lèvres. « On peut ouvrir les cadeaux maintenant ?» Gérard échangea un regard avec Anne, qui hocha la tête en souriant. « Bien sûr, ma chérie. Mais d'abord, si on prenait une photo ensemble. » Alors qu'il s'arrangeait pour la photo, Jean-Luc ne put s'empêcher de remarquer à quel point tout le monde s'intégrait naturellement. Gérard avait un bras autour de Caroline et l'autre autour de Sophie. Anne tenait Cécile et Jean-Luc se tenait au milieu, faisant le pont entre les deux parties de la famille qui semblaient autrefois irréconciliables. Après la photo, alors que Sophie déchirait avec enthousiasme ses cadeaux, Jean-Luc prit son père à part. « Papa, es-tu heureux ?» demanda-t-il en observant attentivement la réaction de Gérard. Gérard regarda la scène devant lui. Anne aidant Sophie à déballer un cadeau, Caroline tressant les cheveux de Cécile, tout le monde riant. Ses yeux s'humidifièrent. « Plus heureux que je n'aurais jamais cru possible, Jean-Luc, » répondit-il, la voix épaisse d'émotion. « Merci de ne pas avoir abandonné, ni moi, ni nous. » Jean-Luc étreignit son père, sentant des années de ressentiment et d'incompréhension fondre dans cet instant. La soirée se poursuivit avec de la nourriture, de la musique et des conversations. Les enfants couraient dans le jardin avec leurs nouveaux jouets, tandis que les adultes partageaient des histoires, riant du passé et faisant des projets pour l'avenir. À un moment donné, Jean-Luc se retrouva seul, observant sa nouvelle famille. Il pensa au Jean-Luc qu'il avait été 6 mois plus tôt, amer, déterminé à ruiner le mariage de son père. Comme les choses avaient changé. Sophie s'approcha, s'asseyant à côté de lui. « À quoi tu penses, Jean-Luc » Il sourit à sa petite sœur. « Je pense juste à la vitesse à laquelle la vie peut changer. Il y a 6 mois, je ne savais même pas que tu existais. Maintenant, je ne peux pas imaginer la vie sans toi et Cécile. » Sophie hocha la tête, son expression sérieuse au-delà de son âge. « Parfois, j'ai peur que tout ça ne soit qu'un rêve, que je vais me réveiller et être de retour dans la rue. » Jean-Luc la serra fort dans ses bras. « Ça n'arrivera jamais, Soph, je te le promets. Nous sommes tous là pour toi et Cécile. Toujours. » De l'autre côté du jardin, Anne remarqua l'échange et sentit son cœur déborder de gratitude. Gérard la rejoignit, suivant son regard. « Ils sont incroyables ensemble, n'est-ce pas ?» remarqua-t-il. Anne hocha la tête. « Jean-Luc a été une bénédiction pour les filles. Pour nous tous. Vraiment. » Gérard prit la main d'Anne, un geste de réconfort et de connexion. « Je suis désolé pour tout, Anne. Si je pouvais revenir en arrière. »« Chut !» l'interrompit doucement Anne. « On ne peut pas changer le passé, Gérard, mais on peut tirer le meilleur du présent et de l'avenir. Et c'est ce que nous faisons. » Quand vint le moment de chanter Joyeux anniversaire, tout le monde se rassembla autour du gâteau. La lueur des bougies dansait sur leurs visages souriants. Sophie, au centre, regarda chaque visage avant de souffler la flamme. « Qu'as-tu souhaité, ma chérie ?» demanda Caroline, curieuse. Sophie sourit, illuminant tout son visage. « Je ne peux pas le dire, sinon ça ne se réalisera pas. Mais je pense que c'est déjà en train de se réaliser. » Alors que la nuit avançait, les enfants endormis et les adultes discutant à voix basse, Jean-Luc se retrouva à réfléchir une fois de plus.
L'invitation au mariage qu'il avait l'intention d'utiliser comme une arme de vengeance était devenue un catalyseur de guérison et de rédemption. La famille Dubois, autrefois fragmentée et pleine de secrets, était maintenant unie. Ce n'était pas parfait, il y avait encore des moments de tension, des souvenirs douloureux et des ajustements à faire. Mais il y avait aussi de l'amour, du pardon et, par-dessus tout, de l'espoir. Sous le ciel étoilé de la France, Jean-Luc fit une promesse silencieuse. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger cette nouvelle famille, pour nourrir les liens forgés par la douleur et la rédemption. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, ils regardaient tous vers l'avant avec optimisme. Ensemble, ils affronteraient tout ce qui viendrait, plus fort des épreuves qu'ils avaient surmontées. Et ainsi, sous les étoiles scintillantes, la famille Dubois célébra non seulement l'anniversaire de Sophie, mais aussi la naissance de quelque chose de nouveau et de précieux. Une vraie famille, liée non seulement par le sang, mais par l'amour, la compréhension et la promesse d'un avenir meilleur.